Alors ce soir, on est dans la quatrième partie, quatrième volet de cette programmation 2023 qu'on avait proposée autour de la thématique de la terre et du bois. Et ce qui nous tenait à cœur cette année, c'était vraiment aussi de relier les problématiques d'aménagement et de construction d'architecture pour réfléchir aussi de manière globale au projet d'habitat. Et c'est comme ça qu'on avait relié la terre dans l'architecture et la terre dans le projet d'aménagement avec le sol vivant. Et qu'on a, lors du dernier rendez-vous qui est déjà en ligne, donc architecture de bois, travaillé, réfléchi avec des architectes sur la conception bois. Et que ce soir, on vous propose de parler du vivant, donc de l'arbre cohabiter avec les arbres. Alors, on a invité 3 personnes à intervenir ce soir. François Frétet, qui est responsable du service arbres et canopées à la direction nature et jardin de la ville de Nantes et Nantes Métropole. Jean-Hugues Bégard, qui est ingénieur conseiller arboricole au sein du cabinet d'expertise A comme Arbre. Et puis Emmanuel Gouy, qui est paysagiste arboriste à la SCOP Les Jardins de demain. Donc, ils se présenteront plus en détail et puis ils vont intervenir chacun pour parler de leur métier, de la façon dont ils exercent leur métier et leur lien avec cette question des arbres et de la cohabitation avec les arbres. Alors, pour commencer, moi, je vais faire une petite introduction pour présenter un peu pourquoi cet enjeu nous tient à cœur au CAIE et pourquoi on vous a invité à venir partager cette question ce soir. Alors, le premier message fort et à la base du message de ce soir, c'est la question de l'arbre comme être vivant. Et pour bien travailler avec l'arbre, il faut avant tout le reconnaître comme un être vivant, ce qui n'est pas forcément le cas. Un arbre est vivant parce qu'il transpire, il respire, il fait de la photosynthèse, il communique même avec ses pairs par différents échanges, que ce soit dans l'air ou dans le sol. Il grandit, il peut aussi avoir au cours de sa vie assez longue à lutter contre des maladies, des parasites, des événements climatiques. Il va devoir résister à des atteintes physiologiques, des tailles peut-être sévères. Il va cohabiter avec d'autres espèces. Il va fournir l'habitat à une grande partie d'une grande biodiversité. Et puis, il va finir par mourir. Et toute cette vie d'arbre vivant, elle va pouvoir se réaliser si il peut répondre à ses besoins vitaux. Si l'arbre vivant ne peut pas combler ses besoins, eh bien, sa vie va être beaucoup plus courte, beaucoup plus difficile. Et donc, ces besoins vitaux, il faut nécessairement les connaître et les comprendre pour pouvoir cohabiter avec lui et pour pouvoir respecter cet être vivant qu'est l'arbre. Donc, des grands éléments vitaux, les éléments minéraux qui sont issus du sol, qui vont nourrir l'arbre et qui vont notamment être issus vraiment du sol vivant, du sol qui doit être fonctionnel pour alimenter l'arbre. Il y a l'eau aussi qui constitue une grande partie de sa structure, 80% de la masse de l'arbre. L'eau va permettre de transporter justement ces éléments du sol jusqu'à la pointe de ses feuilles. Elle va permettre la photosynthèse, la respiration, l'absorption des éléments nutritifs et elle permet également à l'arbre de réguler sa température. Et effectivement, la chaleur, la température, c'est aussi un élément fondamental de ses besoins. Cette température, le climat dans lequel l'arbre va se développer doit être évidemment adapté. Et c'est cette chaleur, le soleil, le climat qui va permettre sa croissance. Donc, pour combler ses besoins, l'arbre a besoin d'un espace vital. Et cet espace vital, pour trouver tous ses besoins, c'est autant dans l'espace aérien que dans l'espace souterrain qu'il va pouvoir les trouver. Chaque essence, en plus, va avoir ses propres besoins et en plus, avec son histoire, selon que l'arbre sera issu d'une plantule qui aura grandi au même emplacement ou il aura connu des transplantations, des événements au cours de sa croissance vont faire qu'il va plus ou moins réagir à cet environnement. Donc, vous l'avez compris, l'arbre, ce n'est pas un objet. On ne peut pas le déplacer et on ne peut pas le transformer ou le façonner juste pour nos propres besoins à nous qui allons devoir aménager notre jardin. C'est important donc de bien avoir connaissance de tous ses besoins à lui pour pouvoir ensuite, nous aussi, nous adapter à l'inverse.
Et aujourd'hui, les besoins de l'arbre sont peu considérés dans les aménagements, dans les enjeux qui s'imposent à nous, de construction, de gestion. La réglementation aussi, on en parlera, n'est pas forcément adaptée à l'arbre comme être vivant. Pourtant, l'arbre est un composant fondamental dans notre cadre de vie. Il va structurer nos paysages, il va nous permettre d'identifier notre environnement, qu'il soit urbain ou rural. L'arbre va structurer et donner cette dimension à nos grands paysages et du grand paysage jusqu'à l'espace privé dans lequel nous allons devoir intervenir sur nos propres sujets. C'est aussi une référence culturelle. C'est un arbre, les arbres, il y a beaucoup de contes, de légendes. Il y a surtout une longévité et un ancrage dans le temps et dans l'espace qui fait que notre rapport à l'arbre est très fort et qu'il marque l'histoire de l'homme et il a une emprise assez forte. Il représente par-dessus tous les autres éléments notre besoin à la nature, notre lien avec la nature. Donc les arbres sont indispensables. Ils nous fournissent des services essentiels. Ils produisent de l'oxygène, ils vont piéger des particules fines, réguler l'atmosphère, stocker du carbone. Donc il y a tous ces éléments et ces services vis-à-vis de l'atmosphère. Des services vis-à-vis de la biodiversité, en préservant la biodiversité, en fournissant l'habitat, la nourriture. La qualité paysagère, on en a parlé, la valeur qu'ils vont donner à nos biens, à notre environnement, la régulation, que ce soit la température ou l'eau. Donc, tous ces services sont essentiels pour le bien commun et il y a un intérêt général à les préserver. Or, le constat est assez fort puisque la quantité d'arbres hors forêt diminue en France, de chiffres moins de 100 000 hectares de vergers entre 1982 et 2004. Et un autre chiffre, c'est aussi les haies, les bocagères qui sont très impactées par la diminution de cette quantité d'arbres, avec plus de moins 500 000 kilomètres de haies en 15 ans, entre les années 70 et 85. Donc leur nombre diminue, pourtant ils sont indispensables. Et ces arbres, ils sont partout. On voit ici l'image satellite, on est sur Nantes, on voit l'Erdre. On lit des grandes trames, trame verte et bleue, un cours d'eau, la végétation qui s'y rapporte. Et on voit que dans une ville, évidemment, le patrimoine arboré, il est sur l'espace public, il est sur l'espace naturel, mais il est aussi, bout par bout, sur l'espace privé. Les jardins en France couvrent plus d'1 million d'hectares. Ça représente 4 fois plus que les réserves naturelles françaises. C'est un patrimoine arboré qui est très important et dont nous sommes tous individuellement responsables. Et donc, nous avons un enjeu à bien connaître et à son rôle et à adapter nos pratiques pour contribuer à cet ensemble, à la préservation de cet ensemble du patrimoine. Alors, pour cohabiter avec les arbres, je voulais donner quelques pistes avant de passer la parole. L'enjeu qui nous tient à cœur, c'est déjà faire avec l'arbre existant. Quand on reprend un jardin, quand on arrive dans un nouveau lieu de vie, on va vouloir peut-être un peu faire de la place un peu vite. Mais faire avec l'arbre existant, c'est s'interroger sur ce qu'on veut faire dans son espace, dans l'espace dans lequel on va travailler, intervenir. Mais c'est surtout équilibrer entre ce dont on a besoin et ce que les arbres ont besoin et ce que l'équilibre global du jardin, du quartier, du secteur va avoir besoin. Donc, il y en a peut-être qu'on va aimer un peu moins, il y en a peut-être qu'on va vouloir valoriser, mais on va aussi se poser la question au-delà de ses propres besoins, quel est le bénéfice commun à travailler et à bien gérer les arbres existants. Il faut savoir qu'un jeune arbre va mettre plus de 30 ans à rendre plus de services qu'il n'en consomme. On voit ici sur le petit schéma à gauche tous les services rendus par un arbre adulte en termes de carbone qui est séquestré, de ruissellement, de biodiversité, de production d'oxygène, un peu tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Et à droite, les services rendus par un arbre jeune. Donc on voit que couper un arbre adulte ne peut pas être remplacé par un arbre jeune. Il faut des dizaines d'années pour arriver à atteindre le bénéfice équivalent.
Donc, faire avec l'arbre existant, c'est laisser vieillir les arbres adultes, les préserver et en tenir compte pour tous les services qu'ils rendent. Il y a la question du rapport au bâti. On a des grands enjeux avec des besoins en logement, des besoins de construction de logements, de densité dans les villes. Et c'est souvent très défavorable aux arbres. La division parcellaire, les lagages, les limites de propriété sont des gros sujets sur la pérennité du patrimoine arboré. Ici, c'est un exemple de construction présenté lors du dernier rendez-vous par l'agence Tristan Brizard. On voit que, évidemment, le bénéfice du lien avec le contexte, avec les arbres existants, on voit cette vue sur un couvert arboré est très important et recherché. On voit aussi que la question de la compacité, de l'adaptation des choix constructifs et puis de la préservation du site a été une ligne conductrice forte sur ce projet. Il y a aussi la question de tout ce que l'arbre va pouvoir apporter, notamment au niveau bioclimatisme pour la construction. Donc des sujets très, très compliqués et importants de rapport au bâti pour que, évidemment, il soit favorable à l'arbre et aussi à l'homme qui va ensuite habiter dans la maison. Planter des jeunes arbres. Ici, c'est un projet qui a été aussi présenté dans un rendez-vous précédent par Edulis Paysage, un jardin punk. Mais planter des jeunes arbres, c'est anticiper sur le futur jardin. J'ai déjà entendu, on va planter un arbre, mais c'est pas grave, on le taillera s'il devient trop grand. Non, c'est vraiment le bon choix de l'arbre au bon endroit, en anticipant sur ses besoins futurs en espace, qu'ils soient aériens ou souterrains. Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment l'enjeu de devenir acteur de cette préservation du patrimoine arboré. Tous les arbres sont importants, chaque arbre compte, et la composition dans un jardin, on va pouvoir utiliser l'arbre d'une multitude de manières pour structurer un jardin, en faire un élément central ou alors en faire une structure pour tout le jardin, pour combiner une ambiance qui va être profitable et des bénéfices qui vont faire que le jardin va se développer au mieux pour l'arbre et aux bénéfices individuels et communs. Alors, pour développer, je vous ai mis quelques ressources. Évidemment, le CAU Seine-et-Marne est un CAUE qui est une ressource essentielle sur toutes les questions des arbres. Il y a un site internet qui s'appelle Arbres CAE 77 sur lequel on peut télécharger des fiches, des conseils. Il y a notamment beaucoup de fiches sur la législation qui sont assez importantes à consulter. Les illustrations que je vous ai montrées sont issues de ce petit guide plaidoyer pour une loi arbre hors forêt qui vient d'être édité. Si vous connaissez des élus ou si vous voulez partager ce document, il est essentiel aussi pour partager une dynamique pour faire évoluer les lois pour que l'arbre soit considéré dans la loi comme un être vivant. Au CAE, on a édité un ensemble de fiches sur ces thématiques. Elles sont en cours d'être relues, revues, révisées, complétées. Il y en a qui vont paraître prochainement. Donc, elles s'appuient aussi sur tout le travail de l'arbre en étant aussi contextualisées dans le département de la Loire-Atlantique. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Et puis, on vous a préparé une petite bibliographie. La plupart des livres là, sont consultables à l'entrée si vous voulez les regarder à la sortie. Je fais un petit zoom sur La vie secrète des arbres. C'est un livre d'un ingénieur allemand dont on a pas mal parlé, qui vient de sortir en BD. Et voilà, ça fait un beau support de sensibilisation. Si vous avez des jeunes publics aussi autour de vous, c'est beaucoup sur la forêt, mais vraiment sur l'arbre vivant. Donc, n'hésitez pas à partager ces ouvrages. Alors, je vais maintenant passer la parole à François Frétet, donc responsable du service arbres et canopées à la direction Nature et Jardin de Nantes et Nantes Métropole. Merci au CAE de me donner l'occasion de prendre la parole devant vous pour parler des arbres, qui est un de mes sujets favoris. Donc, je travaille à la direction Nature et Jardin, donc, qui est une direction mutualisée entre la ville de Nantes et Nantes Métropole, qui est une direction
qui a pris la succession de l'ancien Sèvres, qui était relativement connu, de la ville de Nantes. Et donc, on travaille à la fois à l'échelle de la ville et de la métropole. Deux mots de présentation, je suis ingénieur forestier de formation et ingénieur arboriste de métier, et j'exerce dans le domaine des collectivités depuis plus de 20 ans, à la ville de Lille, à la ville de Toulouse, et donc maintenant à Nantes et Nantes Métropole. Les arbres font patrimoine. C'est une notion qui est importante. C'est un vocable par lequel on désigne souvent l'ensemble des arbres dont on a la responsabilité, que l'on soit propriétaire, privé ou public ou gestionnaire. Dans cette notion de patrimoine, il y a la notion de la valeur que l'on accorde aux arbres, comme ça a été présenté précédemment, mais également d'un bien qu'il est important de protéger, de pérenniser et de transmettre. Les arbres se trouvent sous diverses formes, notamment dans le territoire métropolitain, mais c'est également vrai à l'échelle du département. On connaît bien sûr les arbres individuels, les arbres urbains, mais il y a également tout le maillage bocager qui est relativement important. Il y a tout ce qui est les groupes d'arbres, donc du plus petit au plus grand, les bosquets, les bois et les forêts. Les fonctions, elles ont également été détaillées. Donc il y a l'ornement pour le cadre de vie, il y a toute la protection de l'air et des sols, la production de bois, qui fait le lien avec les autres rendez-vous du CIE sur l'utilisation du bois dans l'architecture. Il y a également la collection, au sens collection botanique, et la ville de Nantes est assez férue en la matière. Il y a notamment des collections de magnolias et de camélias qui sont reconnues à l'échelle nationale. Et puis, comme ça a été dit également, l'arbre joue un rôle important en matière de support, d'abri, de constitution d'habitat, notamment, et c'est notamment vrai dans une grande partie des milieux humides qui caractérisent le territoire de la métropole. Et donc, par rapport à la cohabitation, les relations avec les humains, sont extrêmement nombreuses. Elles sont très anciennes. Et donc, on a parlé tout à l'heure de culture, mais également la notion du culte. Il y a l'arbre compagnon. Ça fait référence au livre qui a été mentionné tout à l'heure, qui s'appelle Les arbres de compagnie, qui est une bonne manière, une belle manière de parler de la proximité des arbres. Et puis, il y a toutes ces notions qui arrivent vraiment sur le devant de la scène en matière de tous les bienfaits que nous dispensent les arbres, notamment quand il fait chaud, notamment dans les temps de canicule. Et puis, il y a le bien-être. C'est quelque chose qui a été fort étudié. Alors, j'ai entendu récemment que c'est également valable pour les oiseaux. Ça a été démontré scientifiquement. Et donc, là, ce matin, il y avait une personne dans notre protocole qui me disait qu'il a dû passer plusieurs mois cet été en hôpital suite à un sérieux problème de santé. Et il m'a confié combien le fait que sa chambre donne sur des arbres l'avait, alors pas forcément aidé à guérir, mais en tout cas l'avait mis dans des bonnes dispositions. Et il dit qu'il sera très vigilant au devenir des arbres de l'hôpital dans lequel il a passé de si longs mois. Et les arbres sont là depuis longtemps. Alors là, c'est un travail, c'est un tableau qui est issu des collections du musée de l'art, musée des arts de Nantes. Et c'est la chapelle de Bongarant à Sautron. Et on a fait l'exercice d'aller faire une photo. Et vous voyez que, alors ce ne sont pas les mêmes arbres évidemment, mais c'est bien le même bâtiment. C'est pas tout à fait le même angle de vue, mais presque. Et pour vous dire la permanence de la présence des arbres, côté notamment des éléments patrimoniaux. Et ici, quelques visages de la présence des arbres sur le territoire. Alors, pareil, c'est des photos qui sont prises dans la métropole, mais on peut élargir au contexte du département de Loire-Atlantique. Le berceau de l'arbre, c'est la forêt. Donc, vous avez l'image en bas au milieu. C'est là d'où viennent les arbres. Ensuite, quand les arbres se mettent en ligne et puis vont dans les champs, ils constituent un maillage bocager, un maillage de haies. Et puis, vous voyez là, en haut à gauche, vous avez 3 piquets. Alors, on le distingue à peine, mais c'est un jeune arbre qui a été planté. Donc, l'arbre est sorti de la haie, il est venu s'implanter à l'intérieur du champ. Et donc, ce sont des nouvelles manières de cultiver la terre en intégrant l'arbre comme étant un des éléments du système productif.
En fait, on dit une nouvelle manière, mais ça correspond à des techniques tout à fait anciennes, millénaires parfois, où les paysans d'autrefois savaient parfaitement cultiver et tirer profit de la présence des arbres, non pas éloignés, mais vraiment à l'intérieur même des parcelles. Les deux photos au milieu montrent la présence de l'arbre dans les milieux naturels. Et donc là, c'est dans un boisement, hein, pas très loin des bords de l'Indre sur Nantes. Il y avait des vieux tilleuls, qui sans doute des vieux arbres têtards, complètement décharnés. Alors, ça ressemble vraiment à une espèce de sculpture naturelle, mais en matière de biodiversité, c'est un véritable trésor. Il y a les saules, hein, qui parsèment notamment les marais. La photo du milieu en haut a été prise dans le marais de la Pélousière à Saint-Herblain. Et puis après, vous avez l'arbre urbain, donc vous avez l'arbre souvent en alignement. Vous avez deux exemples, hein, la grande allée de cèdres en haut à droite et à Carquefou. Et puis, il y a le magnolia, hein, un des magnolias, ça c'est pris au cimetière-parc de Nantes. Et puis, le plus étonnant, c'est route de Clisson à Nantes, la photo en bas à gauche, un vieux chêne qui a fini par dépérir et par mourir, mais qui a été jalousement gardé par les élagueurs sous forme de ce qu'on appelle une chandelle. Et parce que c'est un arbre qui ne pose aucun problème de sécurité. C'est un chêne, il va être là pendant quelques dizaines d'années encore. Mais par contre, il va se percer de trous, il va être colonisé par les insectes, par les oiseaux. Et donc, il va rester là, il va être un refuge pour la biodiversité, bien qu'il soit complètement en ville. Et puis, le petit bosquet qui est à son pied, ce sont tous ces rejetons, qui sont issus des glands qu'il a pu produire lorsqu'il était encore vivant. C'est pour vous dire que cohabiter avec les arbres, oui, les arbres vivants, mais également les arbres morts doivent faire partie de notre quotidien et de notre environnement. Alors, toujours en photo, des illustrations des missions qui sont les nôtres, qui sont celles de n'importe quel service de gestion du patrimoine arboré de collectivité, mais qui font référence à des choses que tout un chacun peut faire dès lors qu'il possède des arbres. Alors, dans le désordre, donc il y a bien sûr toutes les questions liées à l'entretien. On voit deux élagueurs du service de la ville en action, alors, sur des actions très particulières de taille jardinée, hein, c'est assez particulier, mais bon, pour dire qu'il y a des bonnes manières de s'occuper des arbres, il y a également des mauvaises manières, il y a des bons élagueurs, il y a des moins bons élagueurs, on va dire. Il y a la question de l'inventaire et des mesures, hein. C'est le collègue du Jardin des Plantes que l'on voit en bas à gauche, en train de mesurer la hauteur d'un arbre. Ça fait partie des mesures que l'on collecte dès lors que l'on veut renseigner des éléments sur les arbres. Mon collègue Frédéric, là, qui est agenouillé au pied d'un arbre, il n'est pas en train de faire une prière, mais il est en train de sonder un arbre pour pouvoir établir son niveau de dangerosité. Les collègues du pôle qui sont en train de creuser, ils sont en train de regarder au pied d'un arbre pour savoir si les désordres constatés chez le voisin sont bien causés par les racines de l'arbre qui a été planté dans la rue. Donc il y a effectivement parfois une cohabitation qui ne se passe pas toujours de manière très paisible. Vous avez en haut à droite, c'est une photo qui est prise à Vannes et qui montre un certain nombre de techniques que l'on peut déployer pour pouvoir protéger les arbres lorsque notamment on est en phase de chantier. Et puis juste en dessous, vous avez une cohabitation réussie entre un mur de pierre qui a été démoli par la croissance de l'arbre et qui a été reconstruit par un maçon qui a su faire une petite arche permettant de reconstituer le mur à son emplacement, donc à la limite de propriété, tout en respectant l'arbre, la racine et le grossissement futur. Donc il y a des techniques qui permettent tout à fait de construire avec l'arbre. Encore faut-il, effectivement, comme ça dit tout à l'heure, le reconnaître comme un arbre vivant et connaître ses caractéristiques. Et puis, en bas au milieu, vous avez la notion de renouvellement, hein, qui est important de faire, notamment en misant et en ayant l'espoir, en plaçant son espoir et son espérance dans les petits arbres. Et puis, j'en termine par la photo qui est en haut à gauche pour montrer que ça, c'est une de nos préoccupations également à Nantes Métropole, c'est de boucler la boucle et de nous intéresser également à la valorisation du bois en tant que matière. Voilà. Et donc là, ce sont des expériences qu'on a été voir du côté d'Angers, à Chemillé, avec toute la mise en œuvre de filières pour la valorisation du bois d'œuvre, notamment. Donc voilà,
vous avez compris hein, le sens de mon propos, hein, savoir que un propriétaire d'arbres, il a un certain nombre de responsabilités. Il a des arbres, il en est propriétaire, mais les arbres sont là souvent depuis bien avant lui et puis seront là bien après lui. Donc ça relativise quand même le sens de la propriété. Et qui est donc la gestion, le maître mot de la gestion, c'est la pérennisation du patrimoine, qui ne veut pas dire protéger les arbres à tout prix, mais pérenniser l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire garantir sa durée dans le temps, donc c'est-à-dire protéger les arbres, bien les entretenir, bien sûr gérer le risque, c'est une question importante, s'attacher à le renouveler et le valoriser. Alors, on s'est un peu réparti les rôles entre les trois intervenants. Donc, je dois vous parler un peu de droit. Ce sont des éléments importants, hein, parce que ce sont les règles qui régissent notre rapport aux arbres. Et donc, autant tout à l'heure, Anne a dit qu'il fallait reconnaître l'arbre comme un être vivant, mais du point de vue du droit, l'arbre n'existe pas. Enfin, le droit de l'arbre n'existe pas. L'arbre est considéré non pas comme un sujet de droit, mais comme un objet de droit. Du coup, le propriétaire en fait exactement ce qu'il veut. S'il était sujet de droit, à ce moment-là, il aurait droit à une existence propre, ce que le droit français ne lui reconnaît absolument pas. Et donc, le droit de propriété est un droit absolu. Concernant l'élagage et la taille des arbres, en France, il n'y a pas de réglementation. Donc, on peut très bien faire n'importe quelle taille, y compris les plus mutilantes, les plus sévères. Il n'y a rien qui régit ça. C'est une lacune, une espèce de béance. C'est-à-dire que les gens sont parfois ignorants du caractère vivant de l'arbre, et donc les mauvais traitements, alors c'est quelque chose qui leur passe complètement en dehors. La seule interdiction qu'il y a, c'est sur une période de temps, hein, et c'est pour l'aedification des oiseaux. Voilà, c'est une porte d'entrée qu'on utilise, mais qui est un peu faible. Par contre, la forêt, elle, est protégée. Hein, c'est lié historiquement par rapport à l'utilisation du bois forestier en France. Et donc, il y a des lois, il y a des organismes qui sont dédiés. Mais l'arbre individuel est loin d'être protégé par le même niveau de protection réglementaire. Et donc, il y a une avancée récente dans le Code de l'environnement, ce sont les arbres d'alignement qui bénéficient non pas d'une protection, mais disons de mesures qui permettent de soumettre leur abattage soit à autorisation ou à déclaration. Donc on encadre le droit d'abattage. Et donc les choses sont un peu complexes hein, dès lors qu'on rentre dans les questions juridiques. Alors, je ne suis pas tout juriste, mais à force de côtoyer cette question-là, on s'aperçoit que les dispositions relatives à la protection des arbres, eh ben, elles se baladent dans plein de codes différents. Vous citez là les trois principaux. Et celui qui intéresse le plus le propriétaire ou l'architecte, c'est bien sûr les dispositions du Code de l'urbanisme, telles qu'elles sont traduites dans le plan local d'urbanisme et sur la métropole dans le PLUM. Et donc là, il y a un gros travail qui peut être fait, alors qui est fait à la métropole, mais qui peut être fait partout, sur l'amélioration constante des dispositions du plan local d'urbanisme en utilisant et en valorisant les différents outils mis à disposition par le Code de l'urbanisme. Et donc là, il y a tout un champ de possibilités qui sont vraiment très intéressantes. Et puis alors, ça a été évoqué tout à l'heure également par Anne, dès lors que l'arbre se trouve dans une propriété privée, c'est très souvent que l'arbre est au centre de conflits de voisinage, hein, parce que l'arbre, effectivement, il grandit, hein, il grandit, il s'élargit, il fait des feuilles, il fait du pollen, il fait des fruits, et les voisins ne sont pas toujours d'accord avec ça. Pour les feuilles mortes qui s'accumulent chez eux, pour les piscines, pour ceux qui en ont, pour les panneaux solaires. On a un gros conflit actuellement, puis qui va être de plus en plus fort, hein, parce que l'arbre capte le soleil, le panneau solaire veut également capter. À un moment donné, il y a l'un qui fait de l'ombre sur l'autre, et donc ça ne marche plus vraiment bien. Ce qu'on sait, c'est que le droit de propriétaire et le droit du voisin ne s'exercent pas de manière extensive et absolue. Il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas connues. Alors, je me permets de vous les rappeler rapidement. Il y a la prescription trentenaire, c'est-à-dire que si un arbre a plus de 30 ans, ça permet
au propriétaire de s'opposer à la réclamation de son voisin qui voudrait l'abattre si l'arbre était en deçà des limites de propriété. Il y a des usages locaux qui sont recensés par la Chambre d'agriculture et qui donc peuvent être utilisés pour disposer de réglementations particulières. Il y a les titres. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. C'est vraiment une des choses qui a été révélée et popularisée par le CIE 77, le CIE de Seine-et-Marne, dont Anne vantait effectivement la très grande capacité de ressources et de diffusion d'informations. Donc un titre, c'est si un propriétaire et son voisin s'entendent pour dire que l'arbre, il a une valeur et qu'on veut le conserver, ils peuvent aller ensemble chez le notaire et ils peuvent faire un acte notarié pour pouvoir se mettre d'accord sur le fait que l'arbre, il est là, il est bien et qu'on ne veut pas le remettre en cause. Et donc ce titre va s'appliquer à la propriété et donc va se poursuivre soit par le biais des mutations ou de la succession. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a les obligations réelles environnementales, qui sont une autre manière qui permettent de contractualiser entre un propriétaire qui veut faire des choses bien en faveur des arbres ou des espaces naturels de manière naturelle et qui peut conventionner soit avec une association, soit avec une collectivité. Et donc, du coup, cette obligation va s'appliquer à la propriété et donc va accompagner le bien donc au travers des successions et des mutations pendant une durée de 99 ans, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une nécessité de faire évoluer le droit. Et donc, c'est le sens de la plaquette qui a été présentée tout à l'heure et que je vous invite vraiment à lire parce qu'elle est très bien faite, elle est très, très claire. Et surtout, avant d'en saisir, parce que je me permets d'appuyer sur le message de Anne tout à l'heure, il y a besoin que ce document soit connu, partagé, et surtout que chacun de nous, en tant qu'individu, si on est convaincu de la chose, en tout cas, que l'on fasse pression ou que l'on fasse valoir une sorte de souhait, comment dire, de volonté populaire de voir évoluer le droit. Le droit nous appartient. Et donc, je voulais juste terminer par deux diapos qui présentent un outil qui est l'évaluation de la valeur des arbres. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis relativement longtemps, mais depuis 3 ans, il y a un barème qui s'appelle le barème VIE, qui est disponible gratuitement sur une plateforme Internet. Et donc, par l'évaluation de la valeur, c'est quelque chose que chacun peut faire. Et donc, ça permet de donner une existence, parce que du coup, on a des arbres, d'accord, voilà, ils sont là. Mais si on arrive à dire, voilà, on a l'arbre, il vaut tant de milliers d'euros, du coup, aux yeux de certaines personnes qui ont besoin de passer par l'argument financier, n'est-ce pas, chers collègues, pour pouvoir prendre conscience de la présence des arbres, voilà, c'était une bonne manière de faire. Ça permet également donc de sensibiliser lorsqu'il y a débat sur leur présence. Ça peut permettre parfois de dissuader, de les supprimer si on a des dispositions permettant de dire si vous l'abattez, vous devez me compenser la valeur de l'arbre. Donc ça peut déjà faire réfléchir. Et puis surtout, s'il y a un dégât causé à l'arbre, ça peut permettre de calculer à la fois la valeur de l'arbre et le dégât qui a été causé. Ça permet de valoriser un bien et ça peut être inclus notamment dans des dispositions testamentaires. Voilà, donc il y a plein de choses, il y a un vaste champ qui est ouvert par ce biais-là. Et juste un exemple, le Square Algan à Nantes, vous avez un érable pourpre qui était en cours d'évaluation avec mon collègue Gaëtan, que j'ai également entouré à côté de l'arbre. Donc juste pour vous donner un exemple, un arbre relativement banal, un arbre d'ornement, mais qui chiffre déjà, selon le barème vie, à plus de 17 000 euros. Donc ça permet quand même, comme c'est bien un objet de droit, mais c'est quand même un objet de valeur. Voilà. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Yves Bégard, conseiller arboricole, arboriste conseil, expert arboricole. Il y a plusieurs possibilités de nommer mon travail au sein du cabinet de conseil Racamar. Alors, quel est ce travail, en fait? Il y a plusieurs manières de le nommer. Donc, qu'est-ce que conseiller arboricole? Donc, moi, je suis ingénieur en foresterie urbaine, donc vraiment les arbres de ville. La foresterie urbaine, c'est vraiment le terme anglo-saxon qui a été traduit. C'est une espèce de double diplôme que j'ai eu avec l'école d'horticulture de Angers et les eaux et forêts de Nancy, les ex-eaux et forêts de Nancy, qui font vraiment cette spécialité.
On s'attache vraiment à travailler sur l'arbre ornemental de ville, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire, hein, comme on a vu déjà depuis le début. Je travaille pour les particuliers, les professionnels, les collectivités, qui ont des demandes très variables, très diverses au niveau de leurs arbres. Donc ça peut être juste un arbre, tout un patrimoine arboré, un alignement. Euh, et pour des questions aussi, on va voir diverses. Je vais faire ensuite deux cas concrets de type d'études que je fais. Donc le premier cas concret que je voulais vous montrer, qui me paraissait intéressant à vous montrer ce soir, donc c'est à Saint-Julien-de-Concelles, pas très loin d'ici, un jardin de particuliers au bout de leur jardin, un beau sujet important au niveau paysager, important aussi au niveau patrimonial, c'est-à-dire vraiment au niveau des riverains et des propriétaires de cet arbre-là, mais qui inquiète parce qu'il a divers défauts, diverses choses à voir en tout cas qu'on va regarder après. Donc les propriétaires m'ont appelé, m'ont missionné pour regarder l'arbre, donc faire un diagnostic complet du sujet, de l'ensemble du sujet. Donc le diagnostic arboricole, c'est vraiment le gros de ce que je fais quotidiennement. Donc se fait en plusieurs étapes. Donc on commence par une partie d'andrométrie, donc vraiment tout ce qui est mensuration de l'arbre, dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Ces mensurations ont une vraie importance par rapport au diagnostic. On verra ensuite pourquoi. Ensuite, on va regarder l'arbre depuis le système racinaire jusqu'en haut de l'arbre, donc vraiment partie par partie, organe par organe. Donc le système racinaire, bien sûr, on ne voit pas toujours grand-chose, mais on va surtout s'attacher à regarder beaucoup les indices. Quel type de sol, la qualité du sol, les éventuels tassements, la pollution qu'il peut y avoir, etc. Donc beaucoup de choses peuvent être vues, surtout à travers, via l'observation du sol. Donc ensuite, l'observation du collet. Donc le collet, c'est vraiment la partie intermédiaire entre le sol et la partie aérienne la partie racinaire et la partie aérienne de l'arbre. C'est une partie très importante pour l'arbre, pour diverses raisons. L'observation du tronc, et ensuite, donc, on monte charpentière, branche secondaire et le feuillage s'il y en a un, mais même sans feuillage, on peut avoir beaucoup d'informations sur l'état de l'arbre. Donc, en découle de toutes ces observations, on va avoir vraiment une bonne idée de la vigueur, c'est-à-dire l'état physiologique de l'arbre, de l'état sanitaire, donc s'il y a des maladies, des ravageurs, etc., et de l'état mécanique, c'est-à-dire vraiment la solidité, l'ancrage que montre l'arbre. Et avec tout ça, on pourra donner une conclusion, notamment une espérance de maintien, un pronostic de vie de l'arbre. Donc pour ce cas particulier du marronnier, alors là il y a deux marronniers, c'était seulement l'un des deux que je regardais. Donc par rapport au sol, le sol était pas mal tassé. Les enfants de cette famille jouaient beaucoup au pied de l'arbre. Il y avait même une cabane au pied. Vraiment, c'était leur zone de jeu. Donc, pas mal de tassements à force, plus beaucoup d'herbes. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes à voir par la suite. Quelques racines apparentes à force de ces tassements. Donc, quelques blessures sur les racines. Au niveau du collet du tronc, donc des anciennes blessures, il y a eu notamment une espèce de feu, un incendie par les gens d'avant qui avaient fait ça très proche des arbres. Donc c'est des choses qui sont très mauvaises hein, pour l'arbre parce que toute une partie du tronc, la partie vivante de l'arbre risque de dessécher. Mais les bourrelets, donc vraiment ce qu'on voit sur la photo du milieu, les bourrelets qui sont de chaque côté de la grande blessure sont sains, sont solides, sont costauds et se développent bien. Donc, ces bourrelets cicatriciels sont plutôt prometteurs par rapport à l'avenir de l'arbre et à la solidité générale de l'arbre. Il y avait une autre cavité aussi un petit peu plus haut dans le tronc. Pareil, ce qui était important, c'était surtout de regarder. On voit que le bois est vraiment très altéré et même disparu à plein d'endroits. La cavité est assez creuse. Mais les bourrelets sont bons. Toujours pareil, ces bourrelets peuvent
vraiment être suffisant pour tenir solidement l'arbre debout sans souci, même en cas de tempête comme on a pu en ce moment. Donc, a priori, finalement, pas tant de problèmes que ça, même si c'est vrai que ces deux photos ces deux défauts, là, comme on peut dire, sont assez impressionnants, mais finalement, pas de graves problèmes mécaniques. Par rapport aux charpentières, branches et feuilles, donc, des dégâts, donc la photo de gauche, on voit vraiment encore les dégâts du feu qu'il y avait eu, donc avec vraiment des branches qui ont brûlé en dessous. Donc pareil, les bourrelets sont en train de refermer ces branches, mais ça avait fait des dégâts à l'époque. À droite, des dégâts d'élagage assez brutal qui avait été fait au niveau des branches qui surplombaient la rue au bord du jardin. Donc des rejets qui démarrent et puis qui sont recoupés régulièrement. Donc une espèce de taille en tête de chat juste de quelques charpentières du côté qui sont ouverts. Donc suite à ce diagnostic que je fais, je donne à la personne tout le détail des photos, etc. qu'on a vu là, tout le détail du diagnostic. On donne un pronostic, on conclut, et en découlera des préconisations qui sont aussi importantes que le diagnostic lui-même, bien sûr, parce que on va vraiment apprendre à la personne à savoir quoi faire pour aider l'arbre au maximum à se maintenir dans un état de sécurité et paysager satisfaisant. Donc, il y a pour gérer au mieux les arbres, il y a des soins, des tailles, une protection et des surveillances qu'il faut programmer. Donc, on va regarder ça. Quelques exemples de types de soins. En fait, on a peu de soins à l'arbre lui-même. Souvent, c'est des soins qu'on va apporter au sol. La meilleure manière de soigner un arbre, c'est qu'il soit lui-même dans un bon sol. Donc, l'apport de BRF, par exemple, c'est vraiment une très bonne chose. Quand je parle de BRF, j'entends vraiment le vrai BRF, le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire les broyats de rameaux de branches d'un diamètre de maximum 8 cm plus ou moins, qui sont broyées dès qu'elles sont coupées et mises au sol directement. Donc, il faut vraiment que ce soit fait assez rapidement pour que les copeaux apportent les champignons et tout ce qu'on cherche à remettre au sol. D'autres soins peuvent être faits. Alors, c'est rien que, à part des soins au sol, il y a très peu d'autres soins. C'est souvent assez anecdotique. Donc, le lobanage qui peut arriver de temps en temps, mais c'est des cas quand même assez particuliers quand on en arrive à aubaner un arbre. Donc, il y a plusieurs techniques de manage, etc. Les fameux colliers et autres techniques de lutte contre la chenille processionnaire, hein, on a tous vu, surtout dans la région, ce genre de choses. Il peut y avoir des fois des traitements, notamment avec du bacillus ou des choses comme ça, contre certains ravageurs. Et en bas, la photo d'en bas à droite, c'est vraiment un cas très particulier, c'est très rare. C'est de l'endothérapie, c'est même au niveau du test, parce qu'il y a très peu encore de résultats probants sur cette technique-là. Donc, c'est d'injecter un produit directement dans le tronc, et ce produit serait censé se diffuser dans tout l'arbre pour, par exemple, tuer un champignon si on met un fongicide, etc. Donc ça, c'est vraiment très anecdotique. Je vous montre ça juste parce que ça peut arriver que très rarement qu'on puisse en faire, mais vraiment, c'est des cas à part. Au niveau des tailles, donc un peu comme on disait tout à l'heure, l'arbre, moins on y touche, mieux il se porte. L'arbre ne nous a pas attendu pour être beau, solide, etc. Donc les tailles qu'on a à faire aux arbres, c'est vraiment des tailles qui sont liées aux besoins que nous, on en a, c'est-à-dire liées à la cohabitation qu'on a avec l'arbre. Si l'arbre était au milieu d'un champ sans personne qui vient, au milieu d'une forêt, on pourrait le laisser tranquille, qu'il n'y aurait absolument, évidemment, aucun souci de danger, etc. Mais pour des raisons voilà, de cohabitation, on est des fois obligé de faire certaines tailles. Donc la taille sanitaire, même si le nom n'est pas forcément judicieux, mais en tout cas, traditionnellement, cette taille s'appelait comme ça, c'est-à-dire en fait, principalement enlever le bois mort.
dans un arbre pour des raisons sécuritaires, une branche qui risque de tomber sur la route, sur un chemin très, très passant, etc. La taille d'adaptation, donc c'est vraiment si l'arbre a été planté trop près d'une maison ou alors est vraiment trop près de la rue, qu'il y a des camions qui passent en dessous, etc. Donc c'est le schéma qui est en haut au milieu. Donc ça permet juste d'adapter ou de faire cohabiter l'arbre avec son environnement. Donc il faut vraiment, dans ce cas de figure, ne tailler que ce qui est nécessaire et pas sous prétexte d'un quelconque équilibrage, tailler tout le tour de l'arbre. Ça, c'est des choses qu'il ne faut vraiment pas faire. Le schéma tout à droite donc, montre les différentes conduites de l'arbre par rapport aux besoins qu'on en a. Si c'est un arbre proche d'une route, il faut vraiment faire en sorte que les premières branches les plus basses soient assez hautes pour pas qu'il y ait des déchirures suite au passage des camions, etc. De plus bas à plus haut, l'arbre tout à droite, c'est carrément une conduite forestière. On veut un grand fût, une grande bille, et voilà. La taille d'entretien, donc c'est tout ce qui est entretien un peu régulier de l'arbre. Donc souvent, c'est quand on a des conduites assez architecturées, de tête de chat, quand on est obligé, dans des cas encore malheureusement un peu fréquents, de maintenir l'arbre dans une forme assez réduite parce qu'il n'a pas beaucoup de place pour se développer. On fait de la tête de chat, c'est-à-dire qu'on c'est le schéma qui est au milieu en bas. C'est-à-dire qu'on revient toujours tailler au même endroit et ce moignon devient de plus en plus gros et s'appelle la tête de chat. En bas à gauche, c'est d'autres branches qui peuvent, dans un cas vraiment d'objectif d'allègement de l'arbre, si l'arbre montre des faiblesses mécaniques, quelle branche vaut mieux de préférence enlever par rapport aux autres. Donc c'est pareil, ça c'est de la taille d'entretien. Et en bas à droite, taille de conversion, donc c'est quand on veut passer d'une forme architecturale à une forme. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'existe que 4 seuls types de tailles qu'on peut faire aux arbres sans trop leur faire de mal. Toutes les autres tailles, les autres dénominations de tailles qui peuvent exister, en fait, ne sont que des inventions qui risquent souvent de faire plus de mal à l'arbre que de bien. Des tailles de rapprochement, il y en a une infinité, on peut en inventer tous les jours. Ces tailles-là sont en général évitables. Il y a juste ces 4-là qui peuvent être préconisés pour soigner et gérer bien l'arbre si vraiment on en a besoin. Donc, au niveau de la méthode des tailles, trois grandes idées. En haut à gauche, le schéma montre juste comment il faut enlever, si on est obligé d'enlever une branche lourde, comment s'y prendre. Donc, en fait, il faut commencer par faire une entaille en dessous, ensuite couper la branche un peu loin, et après revenir au niveau du col. Tout ça, ça va permettre d'éviter une éventuelle déchirure de la branche pendant qu'on est en train de tailler. En haut à droite, la technique du tire-sève, toujours essayer quand on est obligé d'enlever une branche, de garder une branche qui va toujours faire venir la sève, le nom du tire-sève, pour éviter que l'ensemble dessèche, soit abandonné par l'arbre et devienne un chicot inesthétique et pas forcément très bon au niveau sanitaire. Et en bas, donc, la position la moins pire quand on est obligé d'enlever une branche pour respecter les cols, les bourrelets de la branche et qui puisse que le tronc, ou en tout cas l'axe porteur de la branche, puisse réussir à se fermer le plus rapidement possible pour éviter les entrées de champignons, etc. Ou en tout cas réduire au maximum. Le plus important, quand on a affaire à des travaux, par exemple, près des arbres, beaucoup de choses sont à faire pour respecter et protéger ces arbres. Notamment éviter les tassements, comme on voit en haut à droite. Il faut toujours bien avoir en tête, comme le montre le schéma en bas au milieu, que les racines vont bien plus loin que la limite du houppier. Ça peut aller à 30-40 mètres. C'est vraiment
La structure des racines n'est pas symétrique à la structure aérienne, ça n'a des fois absolument rien à voir. Voilà. Et là, je vais vous montrer juste un exemple rapidement de l'application du barème de l'arbre dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre d'une dissuasion. Donc là, en fait, c'était 4 pins parasols chez un particulier, pareil, en Loire-Atlantique, qui était au fond de son jardin, qui était en plus protégé par le PLU. Et la commune a programmé des travaux de création d'une route goudronnée juste derrière. Donc là, on voit en bas, tout à droite, juste derrière les 4 pins, il faut imaginer une route qui va vraiment passer entre l'habitation qu'il y a là et les pins. Donc une route goudronnée pour la création d'un futur lotissement qui se fera au nord-ouest quand on regarde la carte. Donc pour essayer d'aider le propriétaire à faire en sorte que ces pins soient un petit peu soient maintenus comme ils peuvent l'être parce qu'ils sont beaux, etc. On commence donc par le diagnostic dont on a parlé tout à l'heure. On regarde un peu les défauts, on voit ce qui va, ce qui va pas. Donc a priori, en gros, les 4 arbres étaient à peu près bons. Il y en avait juste un qui présentait un champignon, on voit sur la photo du milieu, donc qui était un peu fragilisé, mais les autres étaient très bien. Et le barème de l'arbre, qui va me permettre de m'aider dans cette mission de protection des arbres, se présente un peu comme ça. Là, c'est vraiment le rapport du barème de l'arbre. C'est-à-dire qu'on va rentrer de nombreuses données. Donc là, je ne vous voyez pas forcément, mais ne vous inquiétez pas, je vous donne juste le principe. Donc, on va rentrer de nombreuses données qui vont détailler l'arbre au niveau de ses mensurations, de son intérêt au niveau paysager, etc. Beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de critères à prendre. Et le barème de l'arbre va faire un calcul sur du niveau financier de l'arbre. Et donc là, sur les 4 sujets, on montrait des niveaux financiers quand même assez élevés ou non élevés. Enfin, ça, c'est discutable, mais voilà, il y a juste le 4e qui était un peu plus bas parce que justement, il était un peu, il avait un état sanitaire un petit peu douteux. Donc le total est quand même assez élevé. Et suite à cette estimation de la valeur financière des arbres, on a, en fonction de là où allait être positionnée exactement la route, on a fait une estimation des dégâts potentiels si les travaux étaient effectivement faits près des arbres. Et donc en fait, on a pareil. Donc là, je vous montre un peu l'exemple de ce que ça donne, ce que le tableau donne quand on positionne exactement la route par rapport aux 4 arbres. On arrive sur des choses qui montrent que 3 arbres sur 4 n'auront plus aucune valeur financière. C'est-à-dire qu'en fait, on va détruire tellement de racines que les arbres ne vaudront même plus le coup d'être gardés. En gros, c'est un peu ce que ça veut dire. Donc, si la commune fait le choix de faire cette route, il faudrait idéalement qu'elle compense financièrement à ce niveau. En tout cas, il vaut mieux qu'elle évite parce que ce serait vraiment catastrophique pour 3 arbres sur les 4. Et le seul qui aurait moins de dégâts, c'est celui justement qui avait un souci sanitaire. Donc, tout ça, notamment parce que l'ancrage des arbres serait fortement altéré, donc il deviendrait dangereux, il risquerait de tomber. Et quand on blesse des racines, au-delà de risquer d'altérer l'ancrage, on risque aussi d'affaiblir l'arbre au niveau physiologique. Il a beaucoup moins de matière pour se nourrir. Et on risque aussi de faire entrer des maladies, notamment des champignons qui peuvent se mettre à manger le bois très rapidement, remonter jusqu'au collet, donc rendre l'arbre très, très fragile. Voilà, donc en fait, la conclusion que j'avais donnée pour cette étude au particulier, c'était évidemment de déconseiller fortement cet aménagement qui aurait vraiment été mauvais pour ces 4 arbres.
une petite bibliographie un peu complémentaire en plus sur ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de... Donc, vous regarderez un petit peu. On tourne souvent autour de... il y a plusieurs auteurs qui sont vraiment très intéressants dans notre boulot, notamment Christophe Drenou qui avec beaucoup de schémas et beaucoup d'explications, fait beaucoup de bien à l'art ornemental en France et nous apporte beaucoup de choses. Et sur Internet, donc toujours pareil, le CAUE 77, là, dont on a déjà un petit peu parlé. Le barème de l'arbre en haut à gauche, donc c'est vraiment libre d'accès, tout le monde peut l'utiliser. Voilà. Merci au CAUE aussi pour l'invitation, pour partager ce moment avec vous. C'est toujours très agréable de pouvoir présenter un petit peu ce qu'on fait dans nos quotidiens. Donc moi, je suis là ce soir pour vous présenter le métier d'arboriste, de jardinier paysagiste. Je vais rajouter grimpeur à arboriste, même si c'est plus trop mon cas au quotidien, mais c'est une complémentarité de ce que les deux précédents intervenants ont pu présenter, et on va venir en complément en fait de ce travail parfois d'expertise ou de gestion. Je vais commencer d'abord par le métier d'arboriste, qui est un métier, alors dans les métiers qui vient compléter des parcours, alors soit d'ingénierie forestière, soit de gestion forestière, ou de filières plus paysagères, et qui s'obtient par une certification, par le biais de différents centres, qui permet d'acquérir des compétences pour travailler en hauteur en toute sécurité, et des compétences pour appréhender la vie des arbres et pouvoir intervenir dessus. Parce que là, l'enjeu, c'est d'aller intervenir, par exemple, à la suite de préconisations faites lors d'une expertise, ou de différents soucis rencontrés dans la cohabitation. Donc, c'est bien une spécialisation dans la taille, le soin, parfois les abattages et la gestion et la valorisation du bois. Les lieux d'intervention sont privés, publics, dans les parcs et jardins. Et j'aime bien dire ça, alors sans toute humilité, mais on essaye de faire le lien entre l'arbre et l'homme, pas au sens spirituel et chamanique, mais plutôt au sens de médiateur, et de faire amener une compréhension pour notamment des particuliers qui n'ont pas forcément toute la connaissance et la compréhension de tous ces enjeux qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Donc on est amené à travailler dans les arbres, vraiment en hauteur. Donc il ne faut pas avoir le vertige, et il ne faut pas couper la branche sur laquelle on est. Ça, c'est la phrase qu'on entend très fréquemment. Donc, dans la gestion du patrimoine arboré, on travaille pour différents acteurs, des gestionnaires du patrimoine, des experts, des responsables de services techniques, d'autres paysagistes, concepteurs ou entrepreneurs, et puis des particuliers et des entreprises. Dans le premier cas, alors c'est pas une notion de quantité, c'est très variable. Simplement, ce premier cas, on va plutôt se mettre au service de ces besoins, et le cadre, il est plutôt donné par les différents acteurs comme les gestionnaires ou les experts. Et dans l'autre cas, avec les particuliers et les entreprises, eh bien, c'est plutôt à nous de définir ce cadre, eh bien, en gérant les demandes des différents clients, et en apportant ce conseil face notamment à une période comme en ce moment, il faut gérer un peu l'émotionnel, avec la peur qui vient s'ajouter au risque de chute et de tout ce qui peut entourer l'arbre. Je vais parler de la deuxième casquette aussi, qui est jardinier paysagiste. Alors, pour le coup, on n'intervient pas là sur le patrimoine arboré en lui-même. Par contre, on intervient au pied du patrimoine arboré, et on peut, si on n'est pas bienveillant, justement, faire bien de grosses bêtises, et voire même des dégâts. Donc, la posture de jardinier paysagiste se tient par un parcours assez variable, à la fois en suivant un cursus classique par voie professionnelle. On peut aller assez loin aussi dans
dans les diplômes et on peut aussi se reconvertir. La manière dont nous on perçoit ce métier, c'est que le jardinier est quelqu'un d'assez généraliste, en tout cas, qui a une connaissance du végétal assez poussée, qui intervient plutôt sur la strate arbustive pour le coup, en entretien, en plantation et en différents aménagements. Il se doit d'avoir une vision globale du jardin et de son environnement pour s'adapter aux différentes situations. Voici quelques exemples de contexte. Alors c'est très variable aussi parce que selon les entités et les situations, il peut y avoir des spécialisations dans des projets qui soient plus ou moins orientés, ce qui, en tout cas pour notre cas, on est plus sur le végétal et des choses intégrées, où on intègre le bois notamment pour boucler la boucle, si je puis dire. Là, on va retrouver la relation aussi dans les différents acteurs avec une relation plus de professionnel à professionnel avec des responsables de services techniques, des paysagistes concepteurs et des particuliers et entreprises. Alors, on l'a évoqué précédemment, l'arbre, je vais pas trop m'attarder, mais plutôt illustrer avec des photos complémentaires pour étayer les propos qui ont été évoqués précédemment, où donc on a vu l'arbre se développe dans un environnement aérien et souterrain. Et bien souvent, c'est quand même l'espace aérien qui est considéré parce que c'est ce qui est visible, tout simplement. Et on néglige les proportions du système racinaire qui peuvent être autant, voire plus importantes dans certains cas. On voit sur la photo à gauche où là sur un très jeune chêne, où on peut se retrouver avec un système racinaire qui a pris des proportions très importantes. Alors évidemment, selon les endroits où les arbres vont se développer, ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir avec du compromis parce qu'en fonction des situations, on s'éloigne évidemment du milieu forestier, mais ça se passe à peu près correctement. Là, on peut le voir sur différents aménagements. Là où ça commence à se corser, c'est quand on vient, nous, avec nos besoins de confort, prendre et enquêter sur l'espace vital de l'arbre. Alors, notre confort, c'est la simplification d'entretien d'un jardin, c'est l'accès à la lumière, on l'a vu, pour l'habitation, mais aussi pour les panneaux solaires, notamment. Le dégagement des voiries, des réseaux, des limites de propriété réglementaires et ce côté émotionnel de gestion et anticipation des risques de chute. Où là, on peut mettre tout un tas d'arguments pour couper un arbre. Parce que justement, on va essayer de voir par l'exemple qu'il faut éviter. Voilà, alors un type d'exemple assez caractéristique. Ici, la question, c'est pas de juger si c'est beau ou pas beau, chacun se fera son opinion, mais plutôt la symbolique du sol et de ce qui en a été fait, où là, on cherche vraiment à simplifier l'entretien, en tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire, et alors, embellir sans doute, mais là, ce qui est assez fort et évoquant, c'est que dans un premier cas, à gauche, il y a le travail sur le sol avec l'imperméabilisation qu'on voit avec l'enrobé. Peut-être un rechargement ou en tout cas une découpe. On sent que le système racinaire il est contenu dans un espace très restreint. Donc là, un accès pour l'arbre et un espace vital qui est très réduit. Et sur l'autre photo, là, alors c'est difficile d'imaginer ce qui a pu se passer proprement parler sur le sol, mais en tout cas, l'arbre est déconnecté de l'air atmosphérique parce qu'il y a bien souvent une membrane qui vient isoler le sol du paillage minéral dans le but d'éviter que l'herbe repousse trop vite. C'est quand même ça l'idée principale. Et là, ça veut dire que ce qui tombe de l'arbre ne peut plus lui être bénéfique. La matière qui tombe, et je ne vous parle pas du fait que finalement ça finit par peut-être complexifier un peu la tâche parce que les feuilles tombent et s'insèrent dans le paillage d'ardoise en l'occurrence. Donc ça, à éviter fortement. Autre cas de figure, alors la photo de gauche n'est pas très représentative parce que ce n'est pas un si mauvais exemple. Là, c'est que je n'avais pas d'exemple concret pour illustrer une tranchée mal faite. Mais bon, imaginez que les racines soient arrachées.
Parce qu'on reviendra après dessus, parce que c'est pas mal en fait. Simplement pour dire que là où il y a des risques, c'est quand on commence à excaver, à vouloir passer des réseaux et à trancher, à changer brutalement la nature du sol par un rechargement, un comblement. Là, la photo en bas à droite où on vient remblayer, là on peut pas trop se rendre compte, mais il y a au moins 60 cm de terre qui sont rajoutés. Là, il y a, sur le lot, il y a déjà un pin qui est mort, et là, c'est une série de chênes qui, je pense, vont mal finir si ça continue comme ça. Et sur la photo du haut, c'est un changement assez brutal d'une prairie, un pré bocagé avec un talus qui a été aménagé assez rapidement en zone de loisirs avec un piétinement important et de l'imperméabilisation. Donc ça, c'est vraiment des exemples qui font du boulot pour les experts après, hein, c'est vrai, mais quand même à éviter parce que dans l'eau, on perd des arbres. Alors, il y a aussi un point important, c'est une idée reçue, c'est de soigner par la taille. Alors, là, dans notre quotidien, quand on est appelé pour intervenir auprès des arbres, on a beaucoup de choses où des gens s'inquiètent que, par exemple, dans le cas d'une maison qui a été nouvellement acquise, il y a des arbres et les gens pensent bien faire. On me dit, ben, mes arbres n'ont jamais été entretenus. Là, il serait temps de faire quelque chose et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, entre autres, mon arbre n'a jamais été entretenu, il est mal en point, il faudrait une bonne taille. Il n'a pas été taillé depuis 3, 4, 5 ans. Je ne comprends pas, je l'ai pourtant taillé. Et bon, ça, c'est des choses à déconstruire. Non pas qu'il ne faut pas tailler, mais si on doit tailler, il faut suivre un processus qui soit logique, qui soit adapté en tout cas à la plante en question. Donc, on ne soigne pas par la taille. Quand on taille, on parle d'une plaie de taille. Même si on va voir un petit peu après que la photo illustre des choses qui vont être parfois très bénéfiques pour la faune notamment, mais dans des contextes bien particuliers où il y a des enjeux sécuritaires importants, on ne pourra pas se permettre d'avoir ce type d'arbres en dépérissement qui vont générer ce genre de risque. Donc des effets de taille sévère répétés peuvent se révéler de nombreuses années plus tard, avec une inertie assez importante selon les essences. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus on taille gros, plus on fait une porte d'entrée, une plaie importante pour que des parasites qui vivent grâce à la décomposition du bois vont pouvoir venir s'installer en fait sur ces plaies. Alors, un titre d'exemple de choses à éviter, d'actions sans fondement. Et c'est simple en fait. On faut tailler, on a un accès, on coupe et on ne se pose pas trop la question. Et on répond malheureusement souvent sur des terrains privés à une réponse émotionnelle où on se dit là, il faut faire quelque chose, j'ai trop peur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec une réponse très simpliste en disant moi j'ai une nacelle, j'ai une tronçonneuse, je peux vous aider. C'est à peu près ce qui se passe dans ce genre de choses. Un autre exemple, alors dans la complémentarité de ce qui est évoqué dans la notion de sol et racinaire, c'est l'intégration des projets. Et là, ça partait, l'exemple schématique partait sans doute d'un bon sentiment en se disant on va garder l'arbre, il y a un patrimoine, c'est intéressant. Mais on voudrait quand même être chez nous, on a un mur à faire. Donc là, il y a une fondation qui a été faite tout près d'un pin, sans tenir compte que cet arbre avait quand même pas mal de racines et ces racines ont été sectionnées. Et en urgence, le propriétaire s'est inquiété à l'approche d'un coup de vent de voir son arbre bouger fortement, jusqu'à même toucher la toiture de la petite dépendance qui était à côté. Et la fin, c'est pas très compliqué, c'est qu'on a dû l'abattre cet arbre. Parce que je ne sais pas si vous voyez la photo en bas à gauche, vous voyez la souche qui reste. Ça vous donne une petite échelle de la proximité du tronc avec le mur. Donc, là, c'est très facile de deviner que les racines d'ancrage principales ont été sectionnées à l'édification de la fondation et du mur. Donc, ça a évidemment un coût important. Là, si on avait fait le barème de l'arbre, on aurait obtenu un score sans doute assez élevé pour cet arbre. Et c'est un coût financier pour les propriétaires aussi important parce que là, toutes les constructions ont été faites autour et vous imaginez bien qu'on ne peut pas abattre un arbre comme ça en le faisant tomber sans rien casser. Donc, il a fallu le démonter par morceaux, mettre en place toute une logistique de bruitage qui est coûteuse en énergie, coûteuse en
en temps parce qu'il y avait beaucoup de personnel et puis coûteuse en argent évidemment. La photo du haut, elle est un petit peu différente parce qu'elle illustre plutôt l'inertie d'un champignon qui dégrade le bois progressivement et qui, un jour de grand vent, alors là, il n'y a pas eu de problème parce que c'était dans un champ, il n'y avait pas besoin de faire une surveillance précise. Mais au bout d'un moment, quand le champignon s'attaque trop loin dans le bois et qu'il n'y a plus suffisamment de résistance et que les contreforts ont été attaqués, l'arbre tombe. Donc c'est aussi toutes ces actions néfastes qui peuvent provoquer ce genre de dégâts sur du long terme. Alors ensuite, attention quand même, tout n'est pas... attention à ce que vous voyez, ce que vous pouvez percevoir. Là, je prends l'exemple de deux tailles qui pourraient sembler similaires, mais elles sont en réalité différentes parce que je vais rajouter peut-être une cinquième taille dans ce qui a été proposé par... précédemment là, dans les préconisations, qui est la taille de restauration, qui est un peu particulière. Donc, la photo de gauche, c'est une taille sans fondement, sans réflexion. Et la taille de droite, elle s'inscrit dans une restauration d'un arbre tétard, une planification. Et donc, c'est un type particulier d'arbre qu'on voit dans le bocage, mais qu'on voit aussi de plus en plus en milieu aménagé, urbain, périurbain, et même dans les jardins. Ces arbres étaient en fait tranquilles avant, ils se retrouvent entourés de parasites, si on veut, de clôtures de maisons et de différentes choses. Et la particularité de ces arbres, c'est qu'ils sont très riches écologiquement parlant parce qu'ils sont en dégradation. Mais quand la gestion en fait, de ce type d'arbre a été abandonnée, on se retrouve avec des branches trop importantes par rapport à la capacité du tronc de les retenir. Donc, il y a un moment, on peut parfois on doit les intervenir pour les restaurer. Alors, plus la gestion a été abandonnée depuis longtemps, et moins on peut intervenir brutalement, et parfois on peut même pas retrouver en fait l'arbre tétard d'origine. Donc, on est obligé de faire des paliers ou de trouver un compromis entre les deux. Mais l'enjeu là, c'est de ne pas perdre l'arbre par arrachement des branches et par ouverture du tronc. Là, la petite histoire sur cet arbre en particulier, c'est qu'il héberge un coléoptère qui s'appelle le pic-prune, qui est protégé. Donc, de fait, l'arbre est lui protégé. Alors, est-ce qu'on tailler ou pas tailler? Ça, c'est un peu la question. Donc, il y a plein de raisons de tailler. On l'a vu avec nos besoins de confort. On est obligé d'intervenir dans plein de cas. Simplement, avant de le faire, eh bien, il faut analyser les choses, comprendre le contexte, déterminer évidemment sur quel type d'arbre on doit intervenir, son stade de développement, son histoire, son état, repérer les contraintes, pourquoi on taille, s'il faut juste tailler pour dégager une ligne téléphone par exemple, eh bien on peut juste se concentrer sur cette contrainte-là, on n'est pas obligé d'intervenir sur l'arbre entier, de chercher à vouloir à tout prix rééquilibrer ou faire des actions qui seraient plus inutiles. Et puis, en fonction de tous ces critères, on va proposer une action cohérente et qui va respecter la physiologie de l'arbre. Donc là, je reprends l'exemple d'un très beau tétard ici, un arbre, un vieux chêne qui a environ 400 ans. Après, on ne sait plus trop parce que là, vous allez voir qu'on perd, c'est difficile de tout mesurer. Là, on le perçoit difficilement sur l'image, mais au milieu, il y a déjà un système de haubanage qui tire les branches entre elles pour éviter que l'arbre s'ouvre complètement. Donc là, les propriétaires s'en est inquiétés, il bichonne son arbre depuis de nombreuses années. Et effectivement, il y a un déclin qui est un petit peu amorcé. Et on travaille avec un ingénieur conseiller de Mission Bocage, pour être précis. Il y a eu un plan de restauration et nous, on a eu la chance de pouvoir intervenir sur cet arbre et on a fait une taille de... Donc, la petite photo à droite, c'est l'intérieur de l'arbre. Là, on dirait une grotte, mais c'est vraiment le tronc. Et tout le reste, ça a été en premier palier d'alléger partout où il y avait du poids trop important, sans défigurer non plus complètement l'arbre. Et en gros, c'était pour soulager les haubans qui étaient en place. Alors, malheureusement, aujourd'hui, cet arbre n'a plus cette physionomie-là, parce qu'il y a eu d'autres interventions, l'herbe s'est encore dégradée et il ressemble moins à ça. Je n'ai pas voulu vous montrer ces photos parce qu'elles sont un peu plus décevantes.
Quand on intervient donc sur ces différents arbres, on doit, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais il y a eu juste avant le fait de tailler correctement avec des angles de coupe corrects. Là, on pourra ajouter qu'il faut travailler évidemment avec un matériel qui soit en très bon état, qui coupe très, très bien, et qu'on sera amené à nettoyer, voire même désinfecter, parce que nous, notre principe, c'est aussi de se déplacer. En fait, on est vecteur essentiellement, et on travaille sur des arbres qui peuvent être et sont souvent porteurs de différents germes, différents spores. Enfin, c'est normal. Et si on ne fait pas attention, on va les emmener d'un arbre à l'autre. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment voir la taille comme étant une solution de dernier recours, parce qu'à chaque fois qu'on va faire une ouverture ou qu'on va intervenir sur l'arbre, potentiellement, on peut créer ce genre de soucis et créer un problème qui n'existait pas avant. Alors, petit exemple là de taille de cohabitation, où là, on est dans un jardin avec des petites contraintes de limite de propriété, un petit peu de bâtiment, et puis un petit peu d'accès à la lumière. Donc là, c'est une taille d'éclaircie voilà, en douceur. Et là, il y a un point qui est important en tant que propriétaire. Donc, on a vu, il y a une réglementation qui impose des devoirs de respecter l'emprise et la propriété de ses voisins. Maintenant, il y a aussi le bon sens quand même. Et là, un conseil, ce qui est intéressant, c'est d'anticiper cette petite chose et de prévenir, de ne pas attendre et de ne pas vous mettre. Ce qui est bien, c'est de se mettre aussi à la place de ses voisins et d'en parler et d'anticiper de façon à pouvoir tailler le plus tôt possible et le plus petit possible, et de manière à instituer aussi un dialogue pour éviter des aplombs parfois brutaux quand le temps est dépassé, que les voisins ont atteint un stade de patience, et pour éviter, là, autant on peut se positionner comme médiateur, mais il y a parfois des situations vécues et véridiques où on est dans l'arbre et les voisins s'engueulent en dessous pour dire tailler plus, tailler moins, et ça, c'est assez stérile parce que finalement, au bout du compte, c'est l'arbre qui trinque à chaque fois parce que c'est la loi qui vient trancher. Et malheureusement, la loi, elle est aussi pour si le voisin veut être dans ses droits, il a le droit d'exiger l'aplomb de l'arbre au-dessus de chez lui. Là, un autre exemple un peu similaire, on vient faire travailler sur l'ensemble de l'arbre, mais assez en douceur. Ici, on est sur un cas de branche un petit peu atypique, un développement particulier qui avait un risque de rupture un petit peu plus important, où là, on vient soulager un peu le poids. Dans certains cas, on pourrait venir ajouter un haut-banc, ce n'est pas le cas ici, mais pour venir conforter, éviter que cette branche se rompe trop violemment et abîme les choses. Ici, on est sur des tailles un petit peu plus jardinées. Donc là, l'enjeu, c'est plus la vision sur la mer. On est à Préfaille et les gens tiennent à leurs arbres, donc c'est plutôt intéressant, mais ils veulent aussi voir la mer. Donc il a fallu trouver un compromis entre tout ça. Alors là, il y a un bémol quand même. Attention à ce type de gestion, parce que même s'il est assez doux en termes de diamètre d'intervention sur les branches, par contre, il engage un suivi qui est régulier, qui n'est pas tout à fait annuel, mais au moins tous les 2 ans, il faut revenir sur les arbres. Donc, c'est un coût financier qui n'est pas négligeable. Et ici, une autre petite taille d'éclaircie ou un petit pin là, penché qui était devant une porte d'entrée où eh bien, la personne souhaitait garder son arme, mais si la lumière pouvait quand même entrer dans sa cuisine. Alors, les armes, on l'a évoqué aussi plusieurs fois, mais je vais en rajouter une petite couche parce que c'est quand même très important. L'arbre vieillissant est aussi hôte de beaucoup de vie, et la perte d'un vieillard engendre un peu plus que la simple perte d'un arbre, c'est aussi la perte d'un écosystème. Et quand on doit intervenir sur un arbre, il faut vraiment prendre compte de cette vie qu'on peut retrouver dans ces différents arbres. Alors là, c'est un petit condensé dans ce qu'on peut croiser, que ce soit donc la vie faune pour les oiseaux, leurs rapaces nocturnes, les passereaux, les mammifères, des coléoptères. Donc là, la petite larve en haut, c'est le fameux pic-prune qui se développe dans un l'humus particulier des arbres têtards. On pourrait rajouter évidemment les chauves-souris qui sont très présentes
dans les cavités des arbres, notamment des platanes, etc. etc. Donc, moi, j'ai rajouté un mois de plus là, sur ce qui a été dit tout à l'heure, ou même jusqu'au 15 août, il me semble. En gros, c'est la règle, on essaye d'éviter toute intervention sur les arbres pendant cette période-là. Alors, ensuite, sur le deuxième volet, on l'a vu plus sur la taille. Là, si on veut aménager, et malgré tout, on ne va pas tout bloquer, hein, mais c'est important de bien dimensionner son projet. La règle, c'est d'être le plus loin possible de l'arbre, de son tronc et du système racinaire. Surtout, de ne pas creuser des fondations, ça c'est hyper important. Si possible, de construire sur pilotis. Et si on doit aménager des plantations, des choses, on va plutôt chercher à recharger modérément par un apport de compost et de mulch organique, mais surtout pas recharger en terre trop lourde, en engrais, en matériaux trop minéraux. Alors, un premier exemple ici, où un cabanon de jardin qui s'est inséré entre deux épicéas, voilà, avec des plots, des pilotis. Alors, évidemment, c'est pas l'idéal. Là, les gens avec le projet ce cabanon, l'idéal, ça aurait été de rien faire. Hein, on est d'accord. Néanmoins, le projet était engagé et alors c'est aussi un point pour lequel on a des fois du mal à intervenir, c'est quand on nous appelle, c'est un peu trop tard, quoi. Les choses sont déjà engagées et il faut composer avec la situation qui est déjà en cours. Donc là, le projet a consisté à créer des micro-fondations, des micro-plots, en fait, en essayant de passer, en sondant avant les racines pour éviter de les abîmer, et puis à faire des pilotis et à intégrer le cabanon dessus. Deuxième projet, là, c'est plus un aménagement de la partie avant d'une maison. Il y avait un très bel arbre de Judée qui était à la fois piétiné, où il y avait, l'espace servait aussi de stationnement. Les gens voulaient changer la physionomie du lieu. Et donc la proposition a été de créer des massifs autour. On a respecté la zone qu'on appelle la zone de protection racinaire, où on s'est mis à bonne distance et on a rechargé. En fait, on n'a pas creusé le sol, on est venu rehausser légèrement, de manière à pouvoir créer ces différents espaces et laisser, en fait, à la fois créer un nouvel espace pour les gens à l'ombre et au pied de leur arbre, et puis à amener un espace fleuri autour, en mettant en plus en valeur ce bel arbre de Judée. Et un autre exemple, le dernier, où là on est sur une situation existante d'un aménagement qui a été fait autour d'une maison. C'était un agrandissement et l'espace vital de l'arbre a été empiété, un peu dégradé. Et là, dans le cadre de ce projet d'aménagement global, on a fait le choix de redonner l'espace vital à l'arbre. C'est la photo que vous avez pu voir aussi sur l'affiche, où il y a tout un massif qui a été créé avec une composition de plantes vivaces, avec une mixité dans les strates des systèmes racinaires, à la fois pour ne pas trop empiéter, ne pas trop concurrencer le système racinaire du chêne en place, et puis pour permettre à l'eau, à l'air de circuler correctement. Et c'est d'autant plus important en ces périodes de changement climatique où on se retrouve avec des moments où l'eau, quand elle tombe, il faut absolument qu'elle puisse s'infiltrer. Et ça a été l'objet de cette démarche et de ce massif, de trouver un équilibre entre tout ça, tout en embellissant l'espace. Je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Non, il y a une dernière chose où là, on peut aussi faire le choix de protéger totalement l'espace. Ça peut être parfois un peu radical, mais alors là, c'est fondé. C'est pour ceux peut-être qui connaissent l'espace, c'est à Sainte-Pazanne, sur un chêne remarquable, qui a des branches assez importantes, avec un bois qui est quand même assez altéré. Mais là, le choix, ça a été plutôt... Alors, cet arbre a été aubané, et en plus, pour le laisser vivre tranquillement, les services techniques ont pris la décision d'isoler aussi le piétinement et de plutôt le protéger par ce périmètre. Là, voilà, on revient sur la photo du départ, où c'est plutôt une bonne chose. Alors là,
C'est un petit peu le rêve des gestionnaires quand même, ce genre de choses, parce que ça, c'est une loi, je ne sais pas si vous savez où c'est, ça c'est à Genève, où là, c'est une obligation faite par le gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est le gouvernement suisse ou la ville de Genève en particulier, mais en tout cas, quand il y a une intervention au pied des arbres, les arboristes doivent intervenir en complément des techniciens. Là, la méthode d'excavation, c'est l'aspiration. On ne vient pas creuser, on vient aspirer le substrat, et les arboristes viennent derrière avec des petites spatules, des petits pinceaux pour nettoyer les racines. Ils emmaillotent carrément les racines avec de la toile de jute humidifiée, et ils attendent la fin des travaux, et ils reviennent après pour reboucher, et sans que les racines soient... Ça fait un peu rêver quand même, ça. Mais ouais, là, j'avoue que la fois où la personne m'a présenté ça, j'étais un peu scotché, parce que tout le monde est resté... Alors, maintenant, après tout ce que vous avez entendu là, l'idée, c'est de pouvoir trouver des interlocuteurs qui soient en accord avec ce que vous souhaitez. C'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de monde, et c'est pas toujours facile. Alors, quelques pistes, je ne sais pas si elles sont... bon, en tout cas, elles ont pour but de vous aider un petit peu. N'hésitez pas à appeler un paysagiste de conseil, qui lui pourra faire appel à un réseau aussi d'acteurs avec qui il travaille. Un arboriste aussi conseil. Choisir une structure qui est certifiée. Donc, il y a des certifications Sequoia et Caliarbre. Même si ça ne fait pas tout, il y a aussi des structures qui travaillent très bien, qui ne sont pas certifiées. N'hésitez pas à poser des questions sur la méthode de travail, le matériel utilisé, le résultat, ce que vous attendez, ou ce que vous souhaitez surtout pas voir faire sur votre arbre, ou sur la manière dont votre projet, si vous souhaitez que votre projet soit conduit d'une certaine manière, n'hésitez pas à être ferme et à l'exprimer. Demandez des références de chantier, posez vos conditions, exprimez vraiment ses souhaits, surtout, alors là, c'est plus des souhaits, ce sont des exigences de protection des troncs, au moment des travaux, et c'est vraiment important de s'assurer que s'il y a plusieurs corps de métier qui interviennent, que tout le monde soit vraiment au courant et briefé surtout. Alors, à titre d'exemple, quand on déplace de la terre, la zone autour de l'arbre, elle doit être sanctuarisée. Il y a interdiction de déposer des matériaux, de déposer de la terre. Là, malheureusement, j'ai encore vu ça hier, on se retrouve avec des travaux d'agrandissement où il y a eu les travaux de maçonnerie, la terre a été excavée, et tout a été mis au pied des arbres en tas, avec la ferraille pour le... Et ça, on sait très bien, quand c'est repris, souvent les engins, ils blessent l'écorce, ils blessent... Donc, exiger vraiment d'avoir un périmètre qui soit euh, bah, protégé et sanctuarisé, je pense que le mot n'est pas trop fort. Attention au démarchage abusif, et là vraiment en ce moment, c'est après des coups de vent, là, soyez vraiment vigilants, parce que il y en a qui jouent sur l'émotion et la peur, en disant que tous les arbres sont dangereux, ils risquent de tomber, et là on peut vite être pris. Il suffit que l'arbre de chez votre voisin soit tombé, et vous prenez aussi à angoisser, et là pour le coup, appelez vraiment quelqu'un qui soit là pour vous rassurer, et on voit bien que si le vent et si la hauteur était un danger, à chaque coup de vent, tous les arbres tomberaient. Je vais vous laisser sur cette petite phrase de Francis Allais, que je me permettrai de compléter aussi par une autre petite phrase, que si vous devez planter, ce que dit Francis Allais, l'idéal, c'est même de semer des arbres, parce que c'est là où vous êtes sûr finalement de rien avoir à faire. Je vous remercie. Bonsoir, merci pour cette riche présentation. Je suis directeur des espaces verts et naturels à la commune de Bougnay, voilà. Donc ravi d'avoir partagé ce temps avec vous. Je réagis juste parmi les interlocuteurs vers lesquels les administrés peuvent se tourner. Il y a évidemment les collectivités. Elles ne sont pas toutes dotées de spécialistes, j'en suis pas un par ailleurs, mais en tout cas, on est aussi, nous, très vigilants au quotidien à essayer de partager avec les habitants un certain nombre des recommandations que vous avez pu présenter. Donc voilà, il ne faut pas hésiter non plus à vous rapprocher des services de la mairie, enfin, de la commune, voilà, qui peuvent aussi vous orienter. On travaille avec des experts, des entreprises. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi à se tourner vers nous. Pour l'exemple de Bougnay, on a même travaillé avec les habitants pour essayer de
au travers d'un document, alors très modeste, hein, une charte du végétal et de l'arbre, mais qui a été construite avec les habitants pour essayer d'être au plus près en fait des questions qui pouvaient se poser. Donc voilà, faut pas hésiter. Et puis on est aussi garant de la protection du patrimoine au travers des documents d'urbanisme, et on a un rôle important de pédagogie, quoi. Je voulais juste apporter cette précision. Merci en tout cas. Merci. François, est-ce que vous voulez compléter? Non. Il y a des différentes collectivités sur le territoire qui ont des chartes de l'arbre, qui ont des outils pédagogiques. Donc, on peut aussi regarder dans les autres communes si on ne trouve pas ce qu'on veut sur son territoire. Voilà, souvent, c'est des outils qui sont disponibles en ligne. Donc, charte de l'arbre, vous pouvez chercher sur le département. Bonsoir et merci pour vos interventions. C'était très intéressant. Je me posais une question. Vous avez parlé du point de vue des propriétaires d'arbres, donc quand les arbres nous appartiennent et voilà, les possibilités qu'on a de les protéger. Mais moi, je me posais la question, quand on n'est pas propriétaire des arbres, quand c'est des arbres qui sont sur l'espace public, par exemple, quels sont nos recours en tant que citoyenne, citoyen, pour les protéger si on estime qu'il y a, je sais pas, un projet d'abattage qui nous semble injustifié et que, contrairement par exemple à la commune de Bougnay, il n'y a pas forcément de dialogue mis en place ou d'espace. Quels sont nos recours en fait possibles? Tu me donnes le micro comme ça là. Je suis un peu mal placé pour répondre à une telle question. Ce qu'on peut observer, c'est que il y a plusieurs éléments de réflexion. Il y a les abattages, notamment les abattages des arbres qui sont dans l'espace public, agissent souvent comme un traumatisme, parce que il y a un bouleversement de l'espace qui fait notre quotidien. Après, et j'en ai rencontré plusieurs cas au cours de ma vie professionnelle, il y a parfois une incompréhension qui est difficile à résoudre entre la conviction que l'on a en tant que gestionnaire, notamment sur la base d'expertise, comme celle que Jean-Aude nous a montré sur le caractère dangereux des arbres et sur le fait qu'on ne peut pas les maintenir. Et donc, du coup, on doit en passer par l'abattage, parce qu'il n'y a pas forcément d'alternatives possibles. Et puis, et on se retrouve confronté à des gens que je comprends tout à fait. Je suis le premier à défendre l'amour des arbres, mais il y a des gens pour qui l'abattage, c'est une agression psychologique, émotionnelle très forte. Et donc, du coup, c'est pas forcément facile de rendre les choses compatibles. Donc moi, ça, j'ai fait. On a dû mener, notamment quand j'étais à Lille, des abattages d'arbres dans des endroits assez prestigieux. Et franchement, on n'avait pas le choix, quoi. La décision s'était faite en présence du maire de la ville. Donc, on avait vraiment... on avait la conviction de bien agir, mais malgré tout, on a eu des réactions très, très vigoureuses. Pour autant, il ne faut pas s'en cacher. Il y a pas mal d'abattages qui sont faits pour des raisons qui ne sont pas forcément très bonnes. Après, chacun juge. Il y a Alain Baraton qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La haine des arbres n'est pas une fatalité. Parce que lui, il est souvent, comme c'est quelqu'un qui est relativement exposé médiatiquement, il est souvent le réceptacle de doléances de personnes qui ne savent pas trop vers qui se retourner et qui du coup ont trouvé à une certaine époque une oreille attentive, et donc il était soumis à tout un tas d'interpellations. Puis maintenant, il y a le National de sauvegarde des arbres, le GNSA, qui a pris le relais. Il y a Thomas Braille qui est très connu, parce qu'il fait des actions très, très spectaculaires. Après, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il faut essayer d'objectiver au mieux. Et les collectivités, pour ça, elles ont un rôle important. C'est-à-dire que quand elles ne doivent pas jouer avec la peur des arbres, elles ne doivent pas accuser l'arbre d'avoir la rage pour pouvoir mieux l'abattre après. Et donc, voilà, il y a une responsabilité collective sur la cohabitation qui peut aller jusqu'à un certain point, mais
quand la sécurité des personnes est en jeu. Encore faut-il que la dangerosité des armes soit effectivement avérée, démontrée et qu'il n'y ait pas d'équivoque de ce point de vue-là. Puis après, pour la question, moi, je n'ai pas la réponse. Hein, c'est à chacun de se mobiliser par tous les moyens possibles, imaginables, et pour pouvoir faire entendre sa voix. On a livré quelques clés. Hein, voilà. Par exemple, vous m'arrêtez quand je suis trop long, parce que je peux être très bavard. Ce qui est intéressant, c'est cet article de loi qui est venu abonder le Code de l'environnement. Il est allé à l'origine, il a été porté par une association qui a réussi, par le biais d'un contact avec un député, qui a introduit un amendement, et donc c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Et donc là, les associations, donc le CIE et l'association ARM, qui est spécialisée dans les armes remarquables, ont fait un travail, que moi je trouve complètement titanesque, hein, d'essayer de déterminer le contour d'une nouvelle loi pour la protection des arbres. Et donc ça, voilà, mais donc c'est un travail à la fois de fourmi et un travail vraiment de très longue haleine, dont on ne sait même pas d'ailleurs s'il va pouvoir aboutir, quoi. Merci. Et pour compléter, si on veut s'engager aussi, on peut protéger les arbres existants. Et il y a une association à Nantes dont je veux bien parler, c'est l'association Repousse. Et donc, on peut participer à récolter des jeunes plants et à les aider à se développer avant qu'ils soient replantés dans le territoire localement. Donc ça, c'est une association locale qui contribue d'une autre manière au développement du patrimoine arboré. Oui, bonsoir, merci de vos interventions. Quand à Nantes, dans une copropriété, qui est un territoire privé, on a des arbres remarquables, est-ce qu'on peut compter sur les services de la ville pour donner des conseils en matière de gestion de ces arbres? Des conseils? Alors oui, on peut donner un conseil, mais en aucun cas on ne pourra faire d'expertise et en aucun cas on ne pourra faire de travaux. Mais un conseil, bien sûr, on ne se prive pas d'en donner, bien entendu. Ça peut être des conseils pour l'entretien, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ou pour la préservation de ces arbres. Hein, tout à fait. Oui, bonjour et merci pour votre présentation. Dans un projet de lotissement sur une commune, est-ce qu'on peut anticiper et commencer par envisager la plantation d'espaces verts et des arbres aussi en amont du projet? Oui, c'est quelque chose qui... Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que... Oui, c'est ce qu'on appelle le préverdissement. Intégrer, quoi. Enfin, intégrer les arbres avant, à la première étape, quoi. Avant... C'est ce qu'on appelle le préverdissement. Hein. Il y a un livre qui date de 1987 et qui décrit toutes ces techniques-là, qui sont donc connues depuis très très longtemps. Maintenant, on redécouvre cette chose-là. Il y a d'autres termes qui sont utilisés, mais... bien sûr, oui, il est tout à fait possible. Hein, et donc là, il vaut mieux planter abondamment, planter petit, pour avoir beaucoup de matière à partir de laquelle on puisse après tracer des voies, des espaces à construire, tout à fait. Oui. Donc ça s'est fait couramment. Oui. C'est-à-dire que quand on est au premier stade, est-ce qu'on veut dire on fait autour des arbres, on fait des bâtis autour d'arbres et non pas l'inverse, parce qu'une fois le bâti est fait, on dit ah bah oui maintenant on ferait bien des paysages, voilà, on intégrerait bien, mais c'est trop tard, il n'y a plus la place. Exact. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est tenir compte des arbres existants avec toutes les précautions qui ont été mentionnées. Et puis, effectivement, on peut planter, mais il y a toujours le risque qu'après, il faut rendre compatibles les constructions. Il ne faut pas avoir peur après de rentrer dans tout ce tissu végétal pour pouvoir aménager au mieux. Ouais. Mais effectivement, après, l'avantage, c'est que les plantations, si c'est le cas, elles ont lieu dans un sol qui est encore vierge, quoi. Et donc, du coup, les plantations s'installent bien mieux que si on vient les mettre après dans des sols qui ont été remaniés. C'est évident. Oui, différemment. Est-ce que vous intervenez avec les promoteurs, par exemple, les aménageurs, avant? Est-ce qu'on vous demande souvent? Est-ce que ça passe, on passe et on passe après, quoi?
il faut que ce soit le maître d'ouvrage qui soit force de proposition et qui soit très vigilant à cette ligne dans le cahier des charges pour exiger justement une vision globale du projet, une anticipation dans les plantations et ensuite de tenir ça jusqu'au bout parce qu'il va y avoir des phases qui vont être difficiles, notamment au moment du chantier. Donc le préverdissement, mais ensuite s'assurer que ensuite quand il y a des constructions en lot libre, que chaque projet soit respectueux de la trame globale du lotissement, de la trame arborée qui a été anticipée et qui a été voulue au départ, et que chaque projet en tienne compte et respecte notamment les distances par rapport aux haies, les distances d'implantation. Donc ça peut se détailler au niveau du PLU, dans des orientations d'aménagement, ensuite dans des cahiers de prescription, dans des plans d'aménagement. Aux différents stades du projet, il va falloir tenir les objectifs pour préserver de l'espace et un bon développement de ces plantations. J'ai pu accéder à un micro. Je crois avoir une question de vous pour vous. Merci de cette soirée. C'est vrai que c'est hyper, on va dire, enrichissant. Mais comment dirais-je, moi j'ai travaillé pendant quelques années avec le SEV et il y avait un vecteur, on va dire, qui était générateur de pas mal de titres pour Nantes, c'est-à-dire Nantes ville verte, ville fleurie, ville, voilà. Par contre, récemment, j'ai remarqué qu'on avait perdu quelques places. On a dû dégrader de 4 places, quoi. Alors, je me pose la question, je me dis, en fait, les arbres, c'est central, mais les arbres, aujourd'hui, c'est pas que le vert, c'est effectivement peut-être plus intégré dans une notion de biodiversité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, en fait, l'arbre est porteur dans ce sens-là. Et là, plus récemment, je raconte pas ma vie, hein, mais je me suis rapproché de la LPO, où les indicateurs de la faune, en fait, on va dire, des oiseaux, vous parliez tout à l'heure des chauves-souris, les chouettes, de tout ce qu'il y a sur Nantes, au travers du bâti neuf ou rénové, c'est un effondrement biodiverse catastrophique, quoi. Alors, l'arbre ne doit pas être un arbre de Noël, je pense, mais un arbre porteur de biodiversité. Donc la question que j'aurais à poser pour une collectivité ou les architectes qui travaillent finalement autour de tout ce bâti, c'est est-ce qu'il en vient à l'esprit d'intégrer finalement l'habitat des oiseaux lors de la plantation, la taille des arbres, quitte à utiliser une nacelle, peut-être mettre quelques nicheurs, on a vu quelques dessins tout à l'heure, mais je voulais savoir si en fait c'était une contrainte que vous vous êtes imposée, enfin si vous la voyez comme une contrainte, de manière à infléchir cette décadence, et puis les architectes, est-ce qu'ils sont conscients qu'en fait en enlevant l'ancien et en mettant du lisse, c'était complètement mortel pour le biodiverse, quoi. Bon, je voulais en parler ce soir parce que je pense que ce sera intéressant d'aller plus loin, parce que je travaille là-dessus aussi à mon niveau sur le quartier nord, et comme on parle de beaucoup on va dire de démarches vertueuses, je crois que ça en fait partie. Si vous avez compris la question, c'est au niveau d'une collectivité, est-ce qu'on peut s'imposer, comptabiliser ou de produire un habitat pour les oiseaux? Alors on est à moins 40 et moins 70% on va dire d'effondrement, hein, quand même. Hein. Mais de toute façon, la priorité, c'est de maintenir l'existant, à maintenir les arbres adultes. Donc, les promoteurs dont on parlait tout à l'heure, de plus en plus, quand ils sont amenés à travailler dans des villes comme Nantes ou Angers, qui sont de plus en plus soucieuses de leurs arbres au niveau légal, etc., les promoteurs sont de toute façon obligés de faire attention aux arbres existants. Donc ça, c'est déjà une première étape importante. Avant de parler de mettre des nichoirs, etc., si on maintient ce qui est existant, on a déjà beaucoup gagné, quoi. Ensuite, au niveau biodiversité de manière générale, effectivement, là on parle que de l'arbre. Un arbre tout seul au milieu d'une place ou au milieu d'un parc ou au milieu d'une rue, c'est bien, hein, mais c'est adulte. Même s'il est adulte, c'est pas suffisant. Déjà parce que lui-même, il va pas être à l'aise, il y a de l'herbe tout autour, il y a un sol qui est tassé, il y a l'herbe qui survit, donc l'herbe et l'arbre font pas forcément le bon ménage. L'idéal pour un arbre, c'est qu'en plus, il y ait beaucoup de choses en dessous. Il y a des strates, il y a plusieurs strates différentes, en fait. Plus le contexte ressemble à la forêt, mieux l'arbre se sentira, en fait. Donc, sauf si c'est une forêt très dense, etc. Mais
le milieu forestier est très bon pour l'arbre parce qu'il y fait assez frais. Il y a beaucoup de vie en dessous. Le sol est riche parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent par terre dont on ne touche pas. Il n'y a pas de tassement, etc. Donc voilà, il faut pas juste l'arbre adulte, il faut aussi des arbres jeunes, il faut aussi des arbustes, des massifs, de la feuille morte, il faut tout ça, quoi, pour qu'il recommence à y avoir de la vie. Je peux donner quelques réponses qui ont été apportées par la ville de Nantes, notamment en matière de biodiversité. Les jardiniers de la ville sont particulièrement sensibles à cette question-là. Ils fabriquent ce qu'on appelle des oasis de biodiversité, qui peut prendre différentes formes. C'est-à-dire qu'il y a une évolution du métier de jardinier qui, bien sûr, s'intéresse à la qualité des parcs, à la qualité du fleurissement, mais qui a complètement intégré cette question de la nature sauvage dans ses pratiques, et ce n'est pas la moindre des révolutions. Et puis, on a quand même au sein de la ville et de la métropole un service qui s'appelle Recherche et Biodiversité et qui œuvre au quotidien pour promouvoir le végétal local, pour pouvoir faire respecter notamment la règle ERC, qui veut dire éviter, réduire, compenser, en insistant beaucoup sur le E, voilà, et moins sur le C, et en faisant en sorte de vérifier que les mesures d'évitement sont bien réalisées, et après que la compensation soit effective et bien mise en œuvre. Et puis un dernier exemple, c'est une intervention récente de la LPO pour de la formation des agents de la ville et de la métropole, notamment pour la compatibilité entre la construction et la rénovation de l'habitat avec l'intégration notamment des oiseaux. Et puis du coup, pour compléter pour les particuliers, on est en train de travailler au CAIE avec la LPO et l'Union régionale des CAIE sur des fiches conseils pour les particuliers sur la question de la biodiversité dans le bâti neuf, dans le bâti ancien et dans l'aménagement du jardin. Donc ça, c'est des fiches qui sortiront dans le courant de l'année 2024. Et puis, ça va me permettre de conclure parce que du coup, on est en train de préparer notre programmation des rendez-vous 2024 et je pense que la question de la biodiversité sera à l'ordre du jour. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé de notre programmation en vous inscrivant pour la newsletter ou en suivant les réseaux sociaux du CAIE.